renvoie à la modernisation de l'administration, mais ça apparaît comme une problématique contemporaine, un enjeu majeur pour les sociétés dans ce processus de mondialisation. On ne peut accepter de rester dans la même dynamique des institutions, des administrations traditionnelles. Ce fonctionnement-là est dépassé. Et ce fonctionnement est d'autant plus dépassé que le monde même est en perpétuelle évolution. Parce que lorsqu'on prend la technologie qui emmène le monde à s'adapter au fur et à mesure que le temps avance à des nouveaux types de gouvernance, mais c'est clair que la modernisation de l'administration va apparaître comme le paradigme novateur de toute administration, de tout État qui aspire à des lendemains meilleurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en Côte d'Ivoire ici, on a le ministère de la fonction publique, ils ont ajouté une dimension modernisation de l'administration, un truc de ce genre. Donc l'accent est mis maintenant sur comment emmener les services administratifs à s'adapter au processus de l'évolution, à améliorer leurs procédures dans leur fonctionnement. Mais tout ça, ça peut s'expliquer parce qu'on remarque qu'il y a une croissance démographique de plus en plus qui pousse les États à revoir leur politique. Et avec l'avènement des TIC, les réseaux sociaux notamment, on se rend compte que plus rien ne peut se cacher. Quand une administration s'engage à fonctionner dans une sorte d'autarcie, mais c'est bien évident qu'on va retrouver toutes ces manières de faire là sur les réseaux sociaux. Et ça va susciter la critique publique. Et cette critique publique-là va exposer l'État, le gouvernement, l'administration publique à toutes sortes d'interprétations, de mouvements d'humeur et de colère. C'est la raison pour laquelle un État comme la France s'est engagé dans ce processus-là. Et même au-delà de la France, il y a d'autres pays de l'OCDE qui ont vu l'opportunité à intégrer cette modernisation de l'administration. Parce qu'il y a des dimensions nouvelles qui s'imposent, notamment des dimensions liées au genre, des dimensions liées au développement durable, des dimensions liées à l'écologie, des dimensions liées à la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, ça constitue des enjeux majeurs pour les sociétés contemporaines. C'est celle dont nous tentons de tracer les contours et la méthode. Partout dans le monde, EI accompagne les organisations publiques qui veulent se réformer pour mieux servir les citoyens, tout en se déployant efficacement sur le terrain et en soutenant l'innovation managériale et technologique. C'est ce dont je viens de parler. Parce que le contexte actuel impose à tous les États d'avoir des administrations performantes. Des administrations où lorsque on vient faire une demande d'un document, mais le document est vite produit. Et là, ça va demander une capacité de leadership de tous les agents publics. Mais ça implique également l'intervention de l'État dans la mise en œuvre de tout cela. C'est l'une des dimensions importantes. Et cette dimension-là est d'autant plus importante qu'elle permet aux États de pouvoir se définir un rôle dans le Conseil des Nations.
là, c'est vraiment important. Donc, l'innovation managériale et technologique deviennent automatiquement des éléments par lesquels les États, les gouvernements vont passer pour renforcer la résilience de leurs administrations. Donc, il y aura de plus en plus de séminaires qui seront organisés où encore les administrations vont encourager les responsables à participer à des formations de renforcement de capacités afin de répondre à tous ces challenges qui s'imposent aux États. Parce que dans le processus de la compétition des États, il est important de maîtriser ces différents paramètres. Le management et la technologie. Mais au niveau de la technologie, il y a une dimension qui apparaît nouvelle. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a des enjeux très importants, notamment des enjeux éthiques, des enjeux sociaux, des enjeux économiques et même des enjeux liés à la vie privée, dans la mesure où, à travers l'intelligence artificielle, c'est une somme d'informations qui sont véhiculées. Mais ces informations qui sont véhiculées vont porter sur plusieurs domaines. On se rend compte que de plus en plus, plusieurs personnes s'intéressent aux réseaux sociaux en utilisant l'intelligence artificielle. Et si rien n'est fait pour mettre des balises, pour empêcher certaines personnes de divulguer des informations publiques et sensibles sur les réseaux sociaux, mais ça devient un danger. Dans la mesure où le secret n'existe plus en tant que tel, mais le secret est publié à tout le monde, de sorte que n'importe qui peut s'exprimer sur l'évolution des choses. Et là, c'est dangereux. Une voie qui part des besoins des usagers et qui transforme, nécessitant de repenser la proposition de valeur des administrations et l'oriente avec ténacité sur leur véritable cœur de métier. En se fixant pour objectif la satisfaction des usagers, l'innovation permanente et l'adhésion des agents. Donc on se rend compte que l'innovation s'inscrit ici au cœur de l'action publique. Ce qui veut dire quoi? S'il n'y a pas d'innovation, on se trouve dans une sorte de monotonie. Et la monotonie va engendrer une sorte de laxisme qui va finir par agir sur l'efficacité, le rendement de l'administration. Donc c'est la raison pour laquelle il faut créer des cadres et des outils pour toujours innover. Parce que l'innovation prédispose même l'administration publique à s'insérer dans un processus d'amélioration, dans un processus de perfectibilité. Et cette perfectibilité-là, c'est elle qui va permettre au pays d'avoir une croissance soutenue. Parce que si l'administration n'est pas bien établie, n'est pas bâtie sur de bonnes règles, des règles de gouvernance, des règles de bonne conduite des affaires publiques, mais on peut aboutir à une administration qui sera phagocytée. Cette voie agile, reposant sur un principe
de responsabilité peut donner à chaque décideur public, national ou local, les moyens d'engager des projets, de les mener à bien et d'en rendre compte. Mais c'est ça la voie. Cette voie-là rend chaque service, chaque département, chaque administration, chaque institution responsable. Mais c'est au nom de cette responsabilité-là que ces administrations pourront penser les grands projets qui sont ici, par exemple, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, du programme national de développement. Est-ce que vous voyez, qui trace les grandes lignes? Dans l'agriculture, voilà les grandes lignes, il faut la mécanisation. Mais cette mécanisation-là va demander de créer des cadres de coopération avec des États ou des gouvernements qui disposent de la technologie pour qu'il y ait un transfert de technologie ici. Et c'est à travers ce transfert de technologie-là qu'on pourra remettre à jour les outils, les mécanismes, le mode de fonctionnement de notre administration. Mais tout cela se fait autour d'aspects comme les projets. Et lorsqu'un projet est mené à bien, mais ce projet-là devient automatiquement un cas d'école. Et ce projet peut inspirer d'autres administrations à se mettre dans le même sillage pour arriver à de tels résultats. Elle recherche un impact et se mesure donc pour améliorer la qualité du service public au meilleur coût. Sur ce sujet qui cristallise tant de passion, nous avons voulu, avec l'Institut de l'entreprise, proposer aux décideurs publics une voie moderne et imaginative, mais également réaliste et expérimentée qui puisse faire aboutir les projets de réforme essentiels à la modernisation de notre pays. Dans de nombreux pays comparables, les 3 dernières décennies ont vu la mise en place de vastes réformes de l'État et de la sphère publique, à la fois inspirées par de nouvelles théories qui, à l'instar du New Public Management, ont mis en haut de l'agenda politique la notion de performance publique, mais également sous la contrainte de mieux piloter les dépenses publiques comme au Canada ou en Suède. En France, ces préoccupations ont été traduites en 2001 dans la loi organique relative aux lois des finances, LOLF, projet ambitieux de refonte en profondeur des cadres budgétaires, comptables et de résultats qui se voulait une réponse française aux pratiques anglo-saxonnes. Et il veut dire quoi? Que pour aboutir à une administration performante, il faut avoir des outils novateurs, des outils d'innovation, des outils d'imagination. Mais cette imagination ne doit pas se faire de manière spontanée. C'est une imagination qui doit se faire en tenant compte des réalités du moment. Quels sont les besoins actuels? Comment combler les besoins actuels? Comment rendre plus compétitive l'offre des services administratifs aux populations? Dans un contexte où on parle de cherté de la vie, comment arriver à emmener ces populations-là à s'intéresser à l'administration et à ne pas fuir l'administration? Il y a plusieurs manières de fuir l'administration. Par exemple, quand on prend des gens qui sont malades, au lieu d'aller à l'hôpital, ces personnes-là préfèrent faire l'automédication, ou encore ces personnes préfèrent s'orienter vers la pharmacopée traditionnelle. Mais cette pharmacopée traditionnelle, qui n'est pas totalement négative, mais dont l'usage des remèdes n'est pas conventionnel, peut souvent exposer ces personnes-là à des maladies graves, l'insuffisance rénale et autres. Mais pourquoi? Parce que
il y a un souci au niveau du coût des soins de santé. Et c'est l'une des raisons qui emmène ces personnes-là à fuir l'administration publique. Lorsqu'on prend le secteur de l'éducation, on se rend compte que de plus en plus, bon, il y a eu le problème des COGES qui a été décrié par pas mal de personnes. Bon, on vous a dit que le problème a été plus ou moins résolu, mais est-ce que les frais annexes, les frais arbitraires qui sont institués ont été levés? C'est ça la question. Parce qu'on peut se mettre dans une dimension politique et déplacer les problèmes. Bon, comme les gens ont commencé à se plaindre, ce problème-là, on va l'annuler officiellement, mais on crée d'autres canaux, d'autres moyens par lesquels on va encore prélever des frais à des parents d'élèves. Et cette année encore, on a vu que ça a suscité de la polémique parce que plusieurs parents se plaignent de l'augmentation des frais de scolarisation de leurs enfants. Que ce soit depuis le préscolaire, le secondaire, le primaire, jusqu'au supérieur. Donc tout ça, ça emmène à s'interroger. Lorsqu'on prend le secteur de l'état civil, on se rend compte qu'il y a des personnes également qui fuient la déclaration des naissances. Pourquoi? Parce que pour eux, d'ailleurs, ils ne voient pas l'enjeu national que représente cette déclaration des naissances-là, donc ils préfèrent cacher leurs enfants pour ensuite les insérer dans un processus de travail des enfants qui est décrié par la plupart des institutions internationales. Et ça constitue autant de problèmes qui emmènent les sociétés, les États, les gouvernements à être exposés à une sorte de fragilité. Et cette fragilité-là a un impact sur la performance publique. Et si l'impact sur la performance publique est constaté, c'est au niveau des dépenses publiques. Mais au niveau des dépenses publiques aussi, il y a une question de gouvernance qu'il faut se poser. Une question de bonne gouvernance. Comment est-ce que les ressources sont redistribuées? Comment est-ce que les ressources sont utilisées pour subvenir aux besoins de chaque service, de chaque département, de chaque direction dans l'administration? Quelle est la chaîne d'approvisionnement des différents marchés? Quelle est la chaîne d'approvisionnement de la performance des agents publics? Ce sont autant de questions que l'on peut se poser. Bon, moi, je vous pose déjà la question. Selon vous, comment peut-on parvenir à une administration performante dans un État qui tend vers l'émergence? Une administration performante. Oui. Dans un État qui tend vers l'émergence. Quels sont les canaux ou encore les moyens essentiels qu'il faut, les cadres essentiels qu'il faut créer pour que cette émergence, cette performance-là puisse se sentir à tous les niveaux? Comment peut-on parvenir à une administration performante dans un État qui tend vers l'émergence? Oui. On peut commencer par la mise en place de certaines structures de contrôle voilà, pour le suivi des actions de chaque ministère. Par exemple. D'accord. Et c'est en cela que maintenant on parle de la haute autorité, la bonne gouvernance, voilà, pour essayer de voir un peu comment l'administration publique travaille. Voilà, que ce soit au niveau des ministères ou dans les différents services de base. Puisque tous ces agences, tous ces ministres, ces ministères, en tout cas, doivent travailler dans le sens du bien-être de la population. Tout
Donc, qui parle de cette haute autorité, ils interviennent dans la bonne gouvernance, la gestion des fonds publics, etc. C'est ça. Mais en plus de cela, ils ont d'autres canaux qu'ils ont mis à la disposition de la masse pour pouvoir dénoncer en cas d'infraction ou bien voilà des choses comme ça. C'est ça. Voilà, donc, autrement dit, chacun devient le gendarme et le policier de son ami. De son ami, tout à fait. Ok, merci bien. Contrairement à la France, les programmes de réforme initiés dans les années 1990 au Canada, en Suède ou au Royaume-Uni ont été pérennisés autour d'une revue systématique de politique et de budget et des budgets d'une part, et sur la performance publique d'autre part. L'Australie s'est quant à elle inscrite plus tard dans ce mouvement en formalisant les Functional Efficiency Review à partir de 2014. Souvent portés à un haut niveau politique, ces programmes ont été déclinés selon une méthode fortement structurée avec des résultats indéniables sur la diminution des dépenses publiques et la modernisation des administrations. Une deuxième vague de transformation de la sphère publique est intervenue à partir de 2007. Les programmes post-crise 2008 marquent une accélération des réformes dans de nombreux pays selon une double perspective. La première est celle de programmes durs de réduction des coûts, menés par exemple en Espagne, au Portugal, en Irlande ou en Grèce, sous la pression forte des institutions et des créanciers internationaux. Les administrations nationales n'ont pas été les seules concernées, et plusieurs villes ou collectivités territoriales comme la ville de Détroit ont dû faire face à une situation de quasi-faillite et de coupe dans leurs services publics. La seconde promeut l'accélération des grands projets de transformation numérique comme composante à part entière de réformes visant à renforcer la compétitivité économique. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans tout processus de modernisation de l'action publique, il faut forcément entreprendre des réformes. Mais ces réformes-là doivent tenir compte de l'existant, des points forts et des points faibles de l'existant. Parce que c'est sur la base de cela qu'on fait une projection, une prospective concernant l'amélioration des éléments qui existent déjà. C'est bon? Donc, à ce niveau, on constate que, contrairement à la France, il y a eu des programmes de réforme qui ont été initiés dans les années 90 dans divers pays, notamment en Suède, au Canada, au Royaume-Uni. Et ces différents programmes-là ont été maintenus sur une longue durée. Mais tous ces programmes-là s'appuyaient sur des éléments essentiels. Et ces éléments consistaient à engager une révision systématique des politiques et des budgets. Une révision systématique des politiques et des budgets. Parce que l'élaboration des politiques publiques touche à tous les domaines. Le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de la culture, le domaine des sports, le domaine de l'économie. Comment mettre en place une stratégie des réformes pour rendre l'agriculture performante? Comment créer un cadre pour rendre cette agriculture-là résiliente face à tous les effets du changement climatique? Avec l'évolution du temps,
avec les bouleversements climatiques qui se présentent comme une alternative à beaucoup de choses, mais les États doivent faire preuve de résilience, faire preuve de recherche pour trouver les outils nécessaires pour pouvoir faire face à cette problématique qui est le changement climatique. Parce qu'au fur et à mesure que les COP se succèdent, au fur et à mesure, le changement climatique est en train de gagner du terrain. Il y a des événements naturels qu'auparavant on ne voyait pas sur certains continents, mais ces événements-là sont devenus récurrents. Il y a des événements qu'on voyait peut-être une fois par siècle, mais ces événements sont devenus récurrents chaque 2 ans ou bien chaque 5 ans. Et tout cela, ça constitue une menace pour la préservation des ressources naturelles. Donc, dans un contexte de changement climatique, selon vous, on va prendre un domaine particulier, dans un contexte de changement climatique, quelles sont les actions à mener pour la résilience agricole en Côte d'Ivoire? Dans un contexte de changement climatique, quelles sont les actions publiques à mener pour la résilience agricole en Côte d'Ivoire? Dans un contexte de changement climatique, Oui. quelles sont les actions publiques à mener pour la résilience agricole en Côte d'Ivoire? Oui. Bon, d'abord, il faut produire plus. Oui. Voilà, parce que, il faut produire plus d'abord. Oui. Et pour produire plus, il y a des structures que l'État met déjà en place pour suivre tout ce qui est des zones culture. Oui. Et il y a des structures spécialisées qui existent, qui sont financées, Oui. soit par l'État ou bien soit par les ok, donc il faut cultiver assez. Il faut protéger aussi les cultures. Oui. Voilà, protéger les cultures. Protéger aussi les semences. Oui. C'est-à-dire garder chaque fois assez de semences. Mais pour produire aussi, il y a tout ce qui est autour, pour produire de l'engrais, etc. Oui. Voilà. Il faut suivre aussi, il faut poser des actions dans le cadre des actions qui peuvent en tout cas amener c'est pas facile. Bon, déjà, la première des choses, face à une telle problématique, c'est d'abord de faire l'état des lieux, le diagnostic de la situation. Si vous voyez. Quel est l'état actuel de l'agriculture en Côte d'Ivoire? Et cette question doit vous emmener à répondre à deux autres questions. Quels sont les outils
utilisés pour l'agriculture? Est-ce qu'on est encore dans une agriculture où on utilise des éléments rudimentaires, archaïques, traditionnels? Et la deuxième question, quelles sont les pratiques agricoles mises en œuvre? Ça va vous amener aussi à chercher la politique publique de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Quelles sont les grandes orientations? Mais de plus en plus, on parle d'agropoles, créer des agropoles pour spécialiser les différentes régions en fonction des cultures qui caractérisent ces régions. Parce que maintenant, à partir de là, vous pouvez faire votre analyse. Voilà les politiques publiques, les grandes orientations, mais on se rend compte que l'agriculture utilise encore à certains endroits des méthodes rudimentaires. Et les bonnes pratiques ne sont pas véhiculées à tout le monde. Et quelles sont les démarches même entreprises pour emmener tous les acteurs du secteur agricole à s'approprier les mécanismes d'une agriculture performante? Est-ce que vous voyez? Quand vous avez fini de faire le diagnostic de tout ça, l'état des lieux, une analyse situationnelle, vous pouvez maintenant vous projeter dans les grandes orientations stratégiques nouvelles, dans l'innovation maintenant. On se rend compte que c'est là que vous allez tirer la conclusion que cette agriculture-là doit être mécanisée. Est-ce que vous voyez? Il faut mécaniser l'agriculture. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même un effort de mécanisation de l'agriculture qu'on constate, mais cet effort de mécanisation doit être renforcé. Mais en nous disant que cet effort de mécanisation doit être renforcé, il faut donner quand même des pistes. Parce que ici, on ne fabrique pas le matériel agricole pour produire sur de grandes parcelles. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut importer le matériel. Mais l'importation du matériel va vous emmener à voir comment est-ce que la TVA peut influencer les stratégies de mécanisation de cette agriculture. Est-ce qu'il y a des mesures incitatives de l'État aux producteurs pour entrer en possession de machines? Bon, c'est vrai qu'il y a eu certains dons par endroit, mais ça reste encore des actions isolées. Est-ce que vous voyez? Il y a un grand défi actuellement de la production de riz. Mais ce grand défi-là,